Salut à tous, c'est bienvenue sur cette vidéo spéciale Monaco-Lille, le choc de la 29e journée, le fameux match qui va permettre de savoir est-ce que Monaco joue bien le titre cette saison ou est-ce qu'on va se contenter malheureusement de cette quatrième place. Actuellement, il y a 7 points d'écart entre les deux équipes, entre le leader et du coup l'AS Monaco. Une victoire permettrait de revenir à 4 points, ce qui donnerait beaucoup de chance au club princier du coup d'aller essayer de jouer le titre. 7 points, voire 10 en cas de défaite. Ça commencera à faire beaucoup, sachant qu'il restera que 9 journées derrière. Ça scellerait à mon avis le sort du club princier, même pour la Coupe d'Europe, puisqu'on va pouvoir le voir juste après. C'est très très serré au classement devant, et les deux risquent d'être vraiment très très liés. Le Coupe d'Europe de la Ligue des Champions, bien sûr, la Coupe d'Europe paraît quasiment acquise, au contraire, bien sûr. Voilà, on va faire un petit point sur tout ce qui concerne ce match, histoire d'être prêt pour 17h ce soir, avec toutes les infos à savoir. Et on va commencer déjà par se regarder le classement et cette 29e journée, du coup, avec, du coup, comme je disais, le choc qui est entre Monaco et Lille, qui étrangement n'est pas ce soir, à 21h, c'est plutôt le PSG qui rencontre Nantes, donc pas forcément un club non plus qui est très en forme en ce moment pour le PSG. Et ce choc, du coup, il est cet après-midi à 17h05, en plus, un petit décalage. Un peu dommage, je trouve, j'aurais préféré qu'on puisse jouer à dimanche à 21h, après le résultat de toutes les équipes qui ont déjà joué. Euh, Au classement, forcément, Lille est en tête actuellement. Ils tournent vraiment très très bien. On pourra le voir sur les statistiques tout à l'heure. Euh, Ils ont 7 points d'avance sur nous. Il faut forcément aller les titiller, aller chercher cette victoire. C'est vraiment l'occasion. On les rencontre, on est à domicile, on est en bonne forme, eux aussi. Mais c'est le moment, si on veut vraiment essayer d'aller jouer la Ligue des Champions et le titre, d'aller réduire cet écart. On n'a pas énormément d'occasions de pouvoir le faire avec les concurrents directs. On l'a réussi contre le PSG. À nous maintenant de le faire contre Lille et contre Lyon. Si on veut espérer quelque chose, comme je le disais, si on laisse cette distance de 7 points, ça risque d'être très très compliqué, puisque du coup avec 9 matchs à jouer, ça laisse clairement entendre qu'il va falloir qu'on récupère un point par match pour espérer être champion. Ça me paraît vraiment compliqué, surtout qu'on resterait sur 2 défaites consécutives, ce qui va vraiment casser le moral des troupes. Et j'ai plutôt peur de l'inverse, que du coup il y ait une démotivation et qu'on lâche complètement sur la fin de saison, que les joueurs voient d'autres objectifs comme plutôt l'euro, forcément, et que ce serait assez compliqué. Donc voilà, il faut vraiment espérer qu'on reste mobilisé, au moins le match nul, parce que comme on peut le voir, Lyon, lui, n'a pas réussi à gagner. Lyon qui est juste devant nous, à 5 points. Si on arrive au moins à ne pas perdre de distance sur eux, ça peut être bénéfique, surtout qu'eux, on pourrait peut-être aller les titiller pour moi et récupérer une place en Ligue des Champions. En cas de victoire, ce serait formidable, parce que du coup, on reviendrait à 2 points de eux avec le match contre eux où on les reçoit, ce qui permettrait clairement de leur passer devant là où c'est très compliqué si on a une égalité de points avec eux, puisqu'on n'a pas le goal average malheureusement. Voilà ce qu'on est pour les clubs devant nous. Le PSG, lui, joue contre Nantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Match très très simple pour eux. Ce sera pas très compliqué, je pense. Même si, on sait jamais, on a pu le voir après les matchs de Ligue des Champions. Il y a du moins bien, il y a du laisser aller et on a su en profiter nous. Donc pourquoi pas Nantes. Ça nous ferait plaisir personnellement que Nantes gratte des petits points au PSG pour nous laisser vraiment toute notre chance d'aller jouer l'Europe et le titre. Si on regarde un peu derrière, du coup, c'est Marseille maintenant qui est juste derrière nous. 10 points d'écart quand même. Marseille qui a gagné du coup ses 2 derniers matchs. Ils avaient un match en retard. Ils ont l'air de repartir sur une bonne dynamique, en tout cas depuis leur changement d'entraîneur. Je pense que c'est clairement le club sur lequel il faut regarder derrière nous pour voir si, s'ils peuvent nous rattraper ou pas. Ça a l'air d'être vraiment le club plus en forme. Lens aussi est là, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que si Lens gagne son match un déplacement à Metz de mémoire, euh, il pourrait revenir du coup à 8 points de Monaco. Même si là encore ça restera 8 points sur 9 matchs, ça paraît compliqué, il faut vraiment qu'on commence à complètement lâcher prise pour se faire attraper autant de points. Donc on peut espérer vraiment que la Coupe d'Europe est quasiment acquise pour nous. Voilà, ce qui concerne les autres matchs ne sont pas forcément intéressants pour nous. Alors vraiment, c'est ces matchs-là qui nous intéressent. Si on regarde un peu sur les cotes de Vbet, qui est le partenaire de l'AS Monaco, et du coup le mien pendant quelques matchs maintenant, forcément 2,43 la victoire de Monaco, donc c'est plutôt favorable pour le club princier. Et le match nul et la défaite sont quasiment au même niveau, quasiment les mêmes cotes. Donc c'est bien de voir que les paris sportifs nous donnent quand même un autre avantage sur ce match-là, même si les cotes sont assez hautes. Le groupe de l'AS Monaco donc, qui a été fait par Kovac hier soir, on retrouve quasiment le même groupe que depuis un bon moment maintenant. On peut voir qu'on a toujours les 3 mêmes absences. Ça fait 5 matchs de suite que du coup on a les mêmes absences au niveau de l'infirmerie. Ça fait même 12 matchs maintenant pour Gelson Martins qu'il est absent. Ça fait un bon tiers de la saison en moins.
et surtout qu'il n'est pas prêt de revenir pour l'instant. Donc c'est pour moi un joueur sur lequel on va compter sur la fin de saison. On peut noter aussi que Diatta est suspendu suite à ces 3 cartons jaunes qu'il a reçus depuis son arrivée, ce qui le suspend pour ce match-là, ce qui fait, comme vous pouvez le voir, la ligne des ailiers est complètement vide. Aucun ailier vraiment de métier est disponible sur ce match-là, auquel on peut ajouter du coup Pellegrini qui est un attaquant, ce qui fait qu'on a quand même 4 joueurs offensifs qui sont absents. Ça laisse pas beaucoup de choix du coup dans la rotation. On sait forcément que Ben Yedder, Voland seront le titulaire et que Jovetic sera là pour entrer en jeu, forcément. Mais il ne faudrait pas qu'il arrive un petit pépin à nos attaquants, parce que du coup, ça laisserait très peu de solutions à Kovac sur le banc pour faire quelque chose. Parmi les autres absents, on peut noter, Mannone n'est pas présent dans le groupe, comme d'habitude à domicile, c'est plutôt Madjeki qui fait le gardien remplaçant. Mannone sera forcément appelé, à mon avis, pour le déplacement à Saint-Etienne. Florentino n'est pas là non plus, ça fait maintenant 6 matchs de suite qu'il est en groupe, parce que même en Coupe de France, il n'a pas eu sa chance. Au contraire du coup de Milo qui profite lui de l'absence de Diatta pour intégrer le groupe pour la première fois depuis un bon moment aussi, depuis le match de Grenoble. Il n'avait pas réintégré le groupe. Et après parmi les lofters, il n'en reste plus qu'un, c'est Aïd Benasser qui n'est plus un lofter puisqu'il a un peu pleuré pour être réintégré dans le groupe Po. Et du coup je me posais la question lors de ma dernière vidéo, mais comment ça fait que Grand Cyr n'est pas mentionné avec Aïd Benasser parmi les lofters? Et on a eu la réponse, c'est que lui il était en train de négocier son départ. Il est parti pour la MLS, donc c'est pour ça qu'il n'est plus dans le tableau, ça nous fait un joueur de moins. Du coup, qu'on peut le voir, on a quand même un groupe très très serré cette saison. On est loin des groupes qu'on pouvait avoir les dernières saisons où on avait 30-35 joueurs professionnels dans le groupe. Là, c'est assez serré parce qu'on a nos 20 joueurs qui sont sélectionnés, très très peu de lofters et quelques petits blessés, donc on tombe vraiment sur un groupe assez serré. Et où il y a quand même beaucoup de rotation entre eux, donc pas mal de temps de jeu un peu à tout le monde. Et c'est un peu ça la recette qu'il faut normalement pour faire vraiment une très bonne saison. C'est un groupe assez serré avec des joueurs qui sont capables de se remplacer les uns les autres avec des niveaux assez similaires. Voilà ce qu'il en est en tout cas du groupe de Kovac. Petit point sur les suspensions possibles. C'est toujours Tchouaméni qui lui reste encore, que je me retrouve 5 matchs encore. Il faut qu'il fasse attention de ne pas prendre un carton jaune pour ne pas avoir un match de suspension. Là, la suspension ne serait pas pour le match Saint-Etienne, mais après la trêve internationale, je n'ai pas regardé la réception de qui on avait, mais du coup, voilà, ce serait dans un bon moment. En espérant du coup qu'ils ne prennent pas de carton jaune sur ce match-là. On parlera un peu plus tard dans les pronos SM, ça me ferait plaisir. Surtout s'il arrive à tenir et ne pas avoir de match de suspension, on a vraiment besoin de lui au milieu de terrain, parce qu'il est vraiment en grande forme actuellement, même s'il a eu un petit pépin physique contre le match de Nice. Le groupe de l'adversaire, du coup, qui a été sélectionné par Galtier, là on retrouve un groupe vraiment très classique, quasiment aucune absence, ils ont vraiment tous leurs joueurs qui sont à disposition. Il y a même Yilmaz, du coup, qui est de retour. Yilmaz qui était absent depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues, donc bon, forcément c'est un joueur qui ne sera pas titulaire, mais bon, c'est un très bon élément qui revient pour Lille. Pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Parmi les rares absences qu'il peut y avoir dans ce groupe, Ninjaï qui est absent, mais bon, c'est un joueur qui a joué un seul match en tant que titulaire et ses 14 autres matchs, c'est en tant que rentré en jeu. Donc ce n'est pas une importance considérable pour Lille. Les autres joueurs sont des joueurs qui n'ont pas joué cette saison. Donc pas vraiment un groupe complet pour nous affronter, malheureusement. À noter aussi que Galtier sera suspendu. Bon, après, une suspension pour un entraîneur qui se retrouve en tribune, c'est déjà pas forcément. Ça fait pas forcément beaucoup de différence en période de Covid. Ça ne devrait pas avoir du mal à se faire entendre depuis les tribunes, donc ça ne devrait pas lui changer grand-chose, même s'il a râlé là-dessus, comme quoi il avait sa suspension qui a été fixée sur le match de Monaco, ça ne lui plaisait pas. Bon, enfin bon, ça ne changera pas grand-chose. Si on fait un petit point sur les forces de ce groupe, quels sont vraiment les joueurs sur lesquels il faut faire attention, forcément Yilmaz, je disais, même si là ils n'auraient peut-être pas joué ou avoir très peu de temps de jeu, ça reste le meilleur attaquant qu'ils ont. 9 buts cette saison, 4 passes décisives. Co-meilleur buteur du club, avec 9 buts de David aussi, avec une passe décisive. Je parle uniquement des stats en Ligue 1, bien sûr. Ensuite, à faire attention surtout au dynamisateur Bamba, 6 buts, 8 passes décisives cette saison. C'est lui qui peut vraiment nous faire mal. Et l'autre attaquant turc qui nous avait fait aussi mal à l'allié, Yazici. 7 buts et 4 passes décisives cette saison. Grosse force aussi de cette équipe, c'est forcément Maignan. Même s'il tourne qu'à 2,1 arrêts par match, qui pas énorme, mais on verra pourquoi il tourne à si peu d'arrêts par match. Ça reste 77% d'arrêts sur les frappes du coup qu'il reçoit. Ça le place deuxième parmi les gardiens de la Ligue 1, Navas étant le premier. Donc c'est vraiment un très 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 bon gardien. Et si Lille
est une si bonne défense, ce n'est pas pour rien. Un petit point du coup sur les stats des deux équipes. On va commencer du coup par l'AS Monaco. Donc, voilà, on peut le voir, une défaite à Strasbourg qui nous fait mal. Parce que c'était pas forcément le moment de se mettre à l'arrêt. Après cette défaite, elle intervient après sur une série de 15 matchs, il y a une seule défaite. Donc vraiment, le club est en très grande forme, il revient très très bien. C'est le meilleur club sur l'année 2021 au niveau des points encaissés en Ligue 1. Même si c'est arrêt, il faut arriver à enchaîner, ne pas avoir un deuxième match consécutif où on fait un arrêt, où on fait deux défaites consécutives. À domicile, forcément, Monaco est aussi très très bon. On est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1, avec un bilan de 9 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite, sachant que cette défaite, c'est le match forcément contre Lens, 0-3. Et d'ailleurs, si on regarde un peu les résultats à domicile en Ligue 1, si on peut remonter sur les 17 derniers matchs, il n'y a qu'une seule défaite, c'est cette défaite contre Lens. Et la défaite du coup avant ces 17 matchs, c'était le 0-3 aussi contre Lille. Donc c'est marrant de revoir que du coup on rencontre Lille, là où ce fameux match qui avait valu la tête à Jardim, et que depuis du coup une seule défaite, donc vraiment une très très grande forme à domicile avec seulement 5 matchs nuls aussi, hein, c'est ce qui est très très peu, donc une équipe qui tourne bien. À noter du coup, offensivement, on est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 après le PSG à domicile, 2,3 buts inscrits par match, ce qui est vraiment beaucoup et on en aura largement besoin quand on verra les stats défensifs de Lille. Défensivement aussi, ça va beaucoup mieux. 1,2 buts encaissés, ça nous classe 7ème, là où en début d'année on était 10-12ème. Donc il y a vraiment un mieux de ce côté-ci. Et la preuve, c'est que sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a 4 clean sheets, ce qui est énorme. Et c'est quelque chose sur lequel on ne s'attendait absolument pas sur le début de saison, avec tous les problèmes défensifs qu'on avait et les erreurs de notre gardien. Maintenant, même certes, il y a toujours ces erreurs de notre gardien, mais défensivement, on est largement mieux depuis qu'on est passé à cette défense à 3 en phase offensive, qui nous permet d'être beaucoup moins pris sur les contre-attaques. C'était vraiment notre défaut. On avait tendance, du coup, à perdre des fois des ballons et très rapidement devoir jouer des 1 contre 1 avec seulement 2 défenseurs. On n'a pas forcément des qualités de vitesse sur les défenseurs centraux, donc on pouvait se faire prendre facilement. Et maintenant, ce nouveau système qu'a mis en place Kovac avec ses 3 défenseurs nous permet d'être beaucoup plus serein, même sur les pertes de balles et les contre-attaques rapides. Et vraiment une bonne trouvaille de sa part, ce qui nous permet d'avoir vraiment un équilibre bien meilleur et d'être beaucoup plus solide. Maintenant, il resterait à régler un peu le cas de notre gardien s'il pouvait élever son niveau de jeu. C'était le cas contre Strasbourg, hein, pendant quasiment tout le match. Il a vraiment fait pas mal d'arrêts, il encaisse ce dernier but. On peut quand même lui reprocher un petit peu dessus, mais c'est vrai qu'il fait déjà tellement un bon match, il nous laisse tellement dans le match pendant longtemps que c'est un peu dur de le critiquer là-dessus. Voilà ce qu'il en est en tout cas des stats de l'AS Monaco. On va pouvoir regarder celles de notre adversaire. Là, ça fait beaucoup moins rire. Si on regarde bien, sur les 18 derniers matchs de Ligue 1, il y a une seule défaite. Vraiment une très très grosse série en cours. Ils sont vraiment, moi personnellement, ça reste les favoris pour le titre. Je trouve vraiment qu'ils jouent très très bien. Ils sont très concentrés sur la Ligue 1. Ils n'ont pas perdu trop d'énergie avec la Coupe d'Europe et les coupes, malgré les jouant très très bien. Hein. Mais je trouve qu'ils arrivent vraiment à rester concentrés sur la Ligue 1. On peut le voir, ça fait un moment qu'ils sont à la tête du championnat. Je les vois un petit peu comme l'équipe de Monaco 2016-2017, à vraiment rien lâcher, à être très très solide et essayer de tenir jusqu'au bout. Euh, Ça reste une équipe qui à l'extérieur tourne extrêmement bien. C'est le meilleur bilan à l'extérieur. Ils ont 9 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Cette défaite, elle est très très loin. Ils sont sur une série de 7 victoires consécutives à l'extérieur. Et sur ces 7 victoires, il y a 5 clean sheets. Donc c'est vraiment une équipe qui est très très solide et qui offensivement inscrit ses buts. Donc ça va vraiment pas être une partie de plaisir cet après-midi. Si vraiment on arrive à faire un résultat contre eux pour vraiment s'estimer pas chanceux, hein, mais vraiment très très heureux et vraiment ça sera vraiment un très très bon signe pour la fin de saison d'arriver à élever notre niveau au niveau de Lille qui tourne vraiment très très bien cette saison. Offensivement, c'est la troisième attaque à l'extérieur, 1,9 buts par match inscrit. Et défensivement, donc, comme je le disais, 0,7 buts encaissés seulement, meilleure défense. 9 buts, ça fait sur les 13 déplacements, c'est vraiment très très peu. On peut regarder sur le petit schéma des buts encaissés en Ligue 1 par Lille. Il y a 3 buts encaissés seulement sur les 10 derniers matchs, 7 clean sheets. C'est vraiment impressionnant d'avoir une si belle défense qu'ils ont su mettre en place. Forcément, très bon gardien, très bon défenseur. Ça aide, et ça nous rend un peu jaloux. Maintenant, si on regarde les stats générales entre les deux équipes, là, on retrouve quand même beaucoup de similitudes. C'est des équipes qui ont des stats assez similaires. Elles sont légèrement à la faveur de Lille au niveau des tirs.
Si on regarde les tirs en général sur la Ligue 1, voilà, Monaco est la cinquième équipe qui frappe le plus, Lille est la quatrième, donc voilà, assez proche au niveau des tirs concédés. Monaco était premier encore la semaine dernière avant le match de Strasbourg. Bon, bah, on est descendu à la deuxième place et c'est Lille qui nous est passé devant. Mais voilà, c'est deux équipes qui concèdent très très peu de frappes, mais qu'on peut le voir tout en bas du tableau. La différence se fait sur les gardiens, que Lille a un gardien qui est capable de faire beaucoup plus d'arrêts que le nôtre malheureusement, et du coup leur permet d'avoir une défense qui encaisse beaucoup moins de buts que nous. Au niveau de la possession, c'est deux équipes qui ont largement la possession. Monaco est le troisième en Ligue 1, là où Lille est sixième. Donc logiquement, Monaco devrait avoir un peu plus la possession sur ce match. Mais bon, ce qui n'est pas forcément favorable pour nous, puisque c'est aussi une équipe qui sait très très bien contre-attaquer Lille avec des attaquants très très rapides qui peuvent nous faire mal. On l'a vu au match aller d'ailleurs. Et au niveau des passes, voilà, c'est deux équipes aussi au haut du classement. 5e pour Monaco, 4e pour Lille. Des équipes qui jouent beaucoup, qui font beaucoup tourner le ballon et qui ont très très peu de déchets techniques. L'historique entre les deux équipes, donc je vous ai retrouvé tous les résultats depuis que Monaco est revenu en Ligue 1. Le début était assez compliqué, il a fallu quelques saisons avant d'arriver à faire des bons résultats contre eux, et après on les a enchaînés. Il y a eu une seule défaite sur les 9 matchs. Euh, Plutôt des bons résultats qu'il y a eu contre Lille. Malheureusement, bah, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Il y a cette défaite déjà au match aller, où il n'y a rien à dire, hein. Franchement, ils nous dominent largement, ils inscrivent 2 buts, on peut même penser au 2-0 si Pellegrini n'inscrit pas un but à la fin, un peu inespéré. Ça ne reflète pas forcément le match, hein. Le 2-0 reflète largement plus ce match aller. À domicile, bah, on reste sur 2 mauvais matchs. La défaite 0-3, comme je le disais tout à l'heure, qui a coupé la tête à Jardim, même si 3 ou 4 jours après, on leur a mis un 5-1 assez cinglant. Et le match précédent, bah, c'était un match nul 0-0. Donc en espérant qu'on réussisse à faire un peu tourner tout ça et qu'on puisse avoir un meilleur résultat contre eux. En global, ça reste une équipe pour laquelle on a du mal à jouer historiquement en Ligue 1 et en Division 1, hein, si on remonte beaucoup plus loin. 39% de victoire seulement, c'est assez peu. À domicile, forcément, c'est largement meilleur avec 51%. Un match sur 2 est gagné. En espérant qu'on tombe sur le bon match. Les compos des médias. Voilà, du coup, un gros copier-coller, c'est exactement les mêmes joueurs qui sont sur les 2 médias, on retrouve exactement les mêmes compos, mais ce qui apparaît assez logique parce qu'on on a des équipes qui ont vraiment, bon, qui alignent leurs meilleurs joueurs, ils sont quasiment tous à disposition, forcément il y a peu de surprises à attendre. Côté monégasque, pour moi c'est la meilleure compo possible. Il y a un seul changement qui pourrait intervenir, c'est Sidibé, parce que du coup on se retrouve avec 3 joueurs pour 2 places, Sidibé, Aguilar, Dissassi. Moi, je favoriserais plutôt cette compo-là, parce que du coup, on est face à un Bamba en face, et on a vraiment besoin de le bloquer, pas du tout lui laisser de l'espace. Aguilar est vraiment le meilleur joueur physique qui est capable de faire ses allers-retours, contrairement à Sidibé. De toute façon, on n'a pas Diatta non plus pour se jouer ce poste-là, donc forcément, ça se jouerait entre ces deux-là. Et concernant le poste de Dissassi, je préfère largement avoir un Dissassi, un défenseur central de métier, qui soit là pour défendre et bien rester en place pour pouvoir du coup bloquer les attaquants lillois plutôt qu'un Sidibé qui aurait tendance forcément à monter un peu plus par son style de jeu. Même si Sidibé nous fait un très très bon retour, c'est sur les derniers matchs, il est très très performant. Que Dissassi joue bien aussi, mais il nous a fait voir des fois un peu des errances. Je préfère largement son profil sur ce match-là. En face, du coup, là aussi, c'est quasiment la meilleure équipe disponible qui est mise en place. J'ai regardé un peu sur les joueurs qui avaient sur les derniers matchs, c'est à peu près les mêmes compos qui tournent. Il y a juste Rojo qui a été choisi à la place de Yazissi, j'arrive à le dire, le buteur du match. Allez. Mais du coup, c'est un profil un peu plus défensif qui est choisi une logique par égalité, parce qu'il est en déplacement face à une très grosse équipe offensive en plus. Donc voilà, on se retrouve quand même avec une équipe qui n'est pas fatigué non plus, que sur le match de Coupe de France, que eux ont gagné 3-1. Il y a seulement 2 titulaires qui étaient présents, qui étaient titulaires en tout cas au départ aussi, donc qui enchaîneraient de titularisations. Bon, on a 3 ou 4 joueurs qui étaient sur le banc et qui sont rentrés en jeu quand même. Voilà, il y a quand même une bonne rotation de fait, plus que nous en tout cas, sachant qu'ils ont plus de jours de repos que nous. Euh, donc les joueurs sont clairement frais en face de nous. Voilà ce qu'il y en a des compos. Concernant l'arbitrage sur ce match, du coup ce sera le premier match de Stéphanie Frappard pour l'AS Monaco. Elle n'a jamais arbitré encore le club de la Principauté. Logique, vu que c'est sa première saison en Ligue 1, elle est sur déjà 12 matchs. 45 cartons jaunes qui lui donnent 3,75 par match, ce qui pourrait paraître énorme quand on regarde un peu notre tableau.
J'ai regardé un peu sur la Ligue 1 cette saison et finalement non, elle est un peu en dessous de la moyenne. La moyenne elle est à 3,9 cartons par match. Euh, Ce qui s'explique, c'est qu'il y a plus de cartons qui sont donnés cette saison que sur les précédentes. Donc voilà. Elle a arbitré déjà 2 fois Lille cette saison, 2 victoires à l'extérieur, le 0-1 contre Reims et le 0-2 contre Nantes. Donc plutôt un arbitre qui réussit bien aux Lillois. Mes pronostics. Et oui, bah, moi personnellement, je pars sur un match nul, un partout. Je pars sur un match déjà, à mon avis, il n'y aura pas énormément de buts non plus. Voilà, on est face à 2 équipes qui défensivement sont plutôt bonnes ces temps-ci, réussissent bien à défendre. Je pense qu'elles vont pas non plus vouloir faire un match, elles vont vouloir être solides défensivement, hein, que c'est le moins de buts possible, parce qu'elles savent que ça va être compliqué derrière d'aller après inscrire des buts. Euh, je, je- j'ai hésité longuement avec une victoire, avec une défaite. J'ai beaucoup tourné. J'avoue que j'ai vraiment du mal à lire ce match et à savoir. J'ai fortement envie d'une victoire et je me dis si Monaco a réussi à le faire au PSG à domicile, on peut aussi le faire contre Lille. Et je me dis que Lille paraît tellement fort en ce moment, que ça paraît tellement compliqué que quand on voit le match qu'on a fait à Strasbourg et même à Nice, moi j'ai pas trouvé qu'on a fait un match si bon que ça. Je me dis qu'on peut largement se faire prendre par Lille et on a pu le voir au match aller, même si c'est pas du tout les mêmes tactiques qui ont été utilisées par les mêmes joueurs, pas la même façon de jouer de l'AS Monaco. Je me dis qu'on peut se faire prendre. Je vais partir sur le match nul, que j'avais déjà mis d'ailleurs à l'aller, j'avais mis un match nul aussi, qui me semble peut-être le plus logique, qui a arrangé un peu tout le monde, parce que Monaco il resterait encore pas trop loin et pourrait toujours prétendre à la Ligue des Champions, plus forcément en titre, mais au moins à la Ligue des Champions reste en contact de Lyon, et Lille irait chercher un bon point à l'extérieur face à un concurrent direct. Voilà. J'indique quand même voilà, que Lille gagnera une mi-temps, parce que je les vois beaucoup plus forts que nous, et que offensivement, je pense que eux peuvent aller chercher une des 2 mi-temps. Euh, j'ai choisi donc non pour Chouamini, parce que j'espère fortement du coup qu'il sera assez sérieux, ne prendra pas de carton jaune, même si sur un match comme ça, à enjeu, bah, il peut y avoir un peu d'excès d'agressivité, que c'est pas fou de prendre un carton, mais bon, on n'a pas non plus un arbitre qui est quelqu'un qui donne beaucoup de cartons, donc on peut espérer qu'il n'en prenne pas et qu'il ne soit pas suspendu. Et d'ailleurs, bah, Chouamini est mon homme du match. Tout simplement parce que je m'attends à un match où, du coup, offensivement, ça va être très compliqué pour nos attaquants qui vont beaucoup buter contre la défense et ce qui va nous faire assez rager. Ça va être compliqué pour eux de vraiment briller, même si, bah, du coup, le buteur pourrait se voir être homme du match. Je vois plus un match avec. Enfin, l'enjeu se joue au milieu de terrain et où on aura besoin d'un Chouamini qui va rayonner. Ces temps-ci, il est vraiment très performant, très bon. A priori, la gêne qu'il a eue à Nice n'a pas d'incidence et devrait être titulaire et donc pouvoir jouer pleinement. Je pense qu'il peut faire un très gros match et nous faire vraiment du bien. Et c'est pour ça du coup que j'ai choisi comme homme du match. Et concernant les compositions d'équipe, voilà, comme j'ai dit, je suis reparti sur celle des médias. Pour moi, il n'y a pas forcément de surprise à avoir. Et je ne suis pas forcément favorable à la mise en place de Sidbé. Je préfère largement Dissassi et Aguilar. Bah voilà ce qu'il en est en tout cas de mes pronos. Maintenant, on va pouvoir passer sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y, posez-moi. Je me ferai un plaisir du coup d'y répondre. Je vais remonter un peu le fil des discussions qu'il y a pu y avoir avant ça pour pouvoir les reprendre. Bah, ça me permet d'en profiter déjà pour remercier d'être aussi nombreux sur le live. Ça fait toujours plaisir de voir du monde connecté le matin à 10-11 heures. Et vous rappelez aussi que bah, du coup il y aura un débrief de Radio Diagonale. Je ne serai pas présent, mais mes camarades seront bien sûr là juste après le match pour débriefer ça sur le live Twitch et ensuite bien sûr sur YouTube. Et je vois bien West Ham chercher la victoire ce soir. West Ham. Ouais, ok. Ça me concerne beaucoup, moi j'aurais du mal à en parler. Je sais même pas contre qui il joue. Les anciens joueurs jouent mieux contre elle, mais je mettrais Sidibé. Euh, je trouve pas que Lille est au-dessus à l'aller, ils ont profité de 2 heures, c'est tout. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient quand même bien au-dessus de nous. Match aller, ça faisait partie des matchs où on a complètement déjoué. Ça s'est enchaîné d'ailleurs avec le match contre Marseille. J'ai trouvé qu'ils étaient largement meilleurs que nous et que forcément que la victoire me semblait très compliquée. Certes, le deuxième but fait très mal sur la contre-attaque, mais sur le premier but, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, quoi. Il joue vraiment très bien le ballon, il combine très bien juste avant notre surface. Et David, de mémoire, je ne sais plus si c'est lui le but. Non, David fait la passe décisive à l'attaquant turc qui met le but. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas énormément d'actions sur ce match-là. Et on a inscrit même un but un peu, pas chanceux, mais vraiment qui sort un peu de nulle part. Et un peu une errance de la défense lilloise à ce moment-là et qui laisse Pellegrini du coup aller mettre son but.
Ça nous avait fait très plaisir pour Pellegrini, mais bon, on savait de toute façon que le match était fini. Donc non, personnellement, je trouve que ce match était assez compliqué. Sinon, je vois Lille aller chercher la victoire. Oui, bah moi aussi. Je pense malheureusement que ça va être un peu leur objectif et ils ont la capacité de le faire. Hâte d'être stressé de 17h à 18h30. Oui, c'est sûr qu'on va être stressé pendant tout le match à moins d'occasions. Franchement, ça doit faire vraiment un très très beau match. Hâte de voir ça. C'est vraiment deux belles équipes qui tournent très très bien, qui pratiquent des beaux jeux en ce moment. Je pense que ça sera vraiment très très appréciable. C'est vraiment dommage de ne pas voir ce match-là un dimanche à 21h. Quand tu vois le deuxième but qu'on prend, c'est la faute. Ah oui, clairement. Là, on était vraiment dans une période où on prenait énormément de buts comme ça. Comme je le disais souvent avec Radio Diagonale, on donne le bâton pour se faire battre. À chaque fois, on offrait les buts à nos adversaires. C'était incroyable. Et sur celui-ci, oui, c'est vraiment très très ridicule. Monaco devrait mettre une bande son à Stéphane dans le stade pour qu'elle de fasse entendre. Oui, oui. Bah, il y a une bande, je crois qu'il y a une bande son à Monaco. Quand on regarde les matchs, je crois qu'on entend un bruit de public quand même à Monaco, il me semble. Euh, mais c'est vrai que ouais, le fait d'avoir l'entraîneur déjà dans les tribunes, normalement ça change pas énormément de choses. Mais là en plus, avec le Covid, il est juste au-dessus de ses joueurs, donc il peut très très facilement leur parler et très facilement donner ses consignes. Ça dépend contre Strasbourg. On a été mauvais toute la rencontre, oui, clairement. Contre Strasbourg, c'est assez catastrophique. Il n'y a vraiment rien à sauver dans ce match. C'est assez incompréhensible. On fait un non-match. À aucun moment on a l'impression qu'on va aller le chercher et qu'on va aller gagner ce match-là. On ne peut même pas dire que c'est pas mérité. Ouais. Je trouve que Strasbourg mérite sa victoire, hein, parce que même s'ils mettent le but vraiment dans les derniers instants et que c'est très rageant, forcément en tant que supporter monégasque, mais à un moment donné, ils ont eu tellement d'occasions avant et que le cours a tellement retardé cette échéance-là et qu'on ne peut pas leur en vouloir. Hein. À la fin, on peut leur dire oui, bah, bravo, là, vous avez mérité votre victoire. Nous, on a fait complètement un match où on est passé au travers, en espérant qu'on se remobilise un peu. On l'a bien vu contre Nice, c'était déjà mieux. Même si j'ai trouvé que du moment que Chouameni est sorti, ça a été beaucoup plus compliqué, jusqu'à que on retrouve des joueurs qui ont un peu plus de toucher de balle sur la fin de match. Donc, dès qu'on a des Diop et Golovin qui sont rentrés, ça commence à un peu mieux combiner. Et du coup, on a pu inscrire ce deuxième but et même eu des possibilités d'en mettre trois. On a vraiment rien posé. Ça dépend quand c'est bon. On a vraiment rien proposé, c'est fou. Le marquage individuel nous a fait mal. Sur quel match tu parles du marquage individuel? Attention à la surprise Golovin titulaire. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Ça pourrait être possible. On pourrait avoir Diop qui n'est pas titulaire et avoir Golovin qui est titulaire à sa place. C'est vrai qu'il y a une rotation entre les deux. Ça pourrait être à sa place. C'est vrai que j'ai même pas pensé spécialement. Pour moi, c'est tellement logique de retrouver notre trio habituel. Que j'ai pas pensé à Golovin. Après, comme je l'ai expliqué déjà dans la vidéo d'avant, pour moi, Golovin, c'est un joueur qui, quand il rentre, fait vraiment des différences, qui fait très très mal. Et j'aime beaucoup dans ce profil-là. Et j'aimerais bien du coup qu'il continue à l'être. Un peu comme Jovetic, qui est largement meilleur quand il rentre en jeu que quand il a été titulaire. Là, on a pu le voir contre Nice, pas forcément ça. À Grenoble, il a fait quand même un bon match en tant que titulaire, mais sinon, je préfère quand il rentre en jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je pars plus sur Diop titulaire et Golovin en remplaçant. J'ai espoir pour ce soir, de toute façon, avec Monaco, c'est qui tout double. On a la capacité de gagner contre Paris et de perdre contre Strasbourg. Ouais, ça c'est bien vrai. Il y a des fois on passe complètement à côté et des fois on va sortir des matchs assez extraordinaires. Après, j'ai pas vu le match contre le PSG malheureusement. Juste des images où j'ai pas pu voir vraiment à quel point on était au-dessus et qu'on a réussi vraiment à les tenir, à les bloquer et à mériter cette victoire. Mais clairement, on fait des matchs des fois où on a l'impression où c'est très simple, c'est assez facile, et d'autres où du coup on a la possession, on a le ballon, mais on n'en fait absolument rien. On n'arrive pas des fois à déjouer les plans de l'adversaire. Peut-être des fois qu'on a l'impression qu'on est un peu trop visible, qu'on joue un peu toujours la même tactique, donc du coup nos adversaires arrivent à prendre le dessus. Ce qui semblait en être le cas à Strasbourg, on a l'impression que vraiment notre tactique a été complètement annihilée et bloquée par l'adversaire. Possible aussi qu'ils mettent Aguilar titulaire dans l'axe, Sidibé en piston droit. Euh, pour moi, ce serait beaucoup trop offensif contre. Et du coup, surtout face à un joueur comme Bamba, je préfère vraiment, comme je disais, avoir un défenseur central de métier qui soit là sur ce côté, cette position un peu étrange, euh, plutôt que d'avoir les deux latéraux qui sont titulaires ensemble. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait déjà eu les deux titulaires en même temps, du même côté, bien sûr. Hein, pas, même, je crois, de titulaire latéral gauche, latéral droit, je suis même pas sûr qu'on l'ait eu cette saison. Je suis d'accord, Golovin est meilleur en sortie de banc. Ouais, ouais c'est vrai que, comme je le disais,
C'est assez impressionnant cette saison, il a des stats folles du moment qui rentre en jeu, et quand il est titulaire, c'est beaucoup moins bien, beaucoup plus de difficultés. Je pense que quand il rentre en jeu, en fait, il se lâche complètement, parce qu'il sait qu'il n'a pas non plus énormément de temps de jeu, donc du coup, il n'a pas à devoir se freiner, garder de ses efforts pour pouvoir tenir tout le match. Et là où quand il est titulaire, peut-être qu'il en garde un peu sous le pied pour vraiment pouvoir tenir tout le match, qu'il n'a pas non plus énormément de temps de jeu cette saison et qu'il a besoin petit à petit de retrouver le rythme et d'arriver à tenir 90 minutes. Parce que bon, c'était un joueur quand même qui avait physiquement, qui était capable de tenir largement au-dessus de 90 minutes et de presser pendant tout un match, hein. Donc là, il lui faut un peu de temps pour arriver à retrouver tout ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à aller les poser, ça me fera plaisir. En tout cas, je vois qu'on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir de voir ça. Euh, Possible aussi que Renato, j'espère qu'il ne va pas faire mal pour son retour Titu. Renato, je vois pas qui est Renato. Golovin est bon quand il rentre et que Monaco doit attaquer. Je trouve que son apport défensif sur le pressing beaucoup moins intéressant. Oui, alors pourtant que c'est un de ses points forts. Je trouvais que c'était un joueur qui pressait énormément, surtout au début de saison, quand il y avait le début du coup de cette mise en place de cette tactique. Je trouvais qu'il faisait partie de ces joueurs justement qui a une capacité à pouvoir presser constamment, à faire beaucoup d'efforts pour l'équipe et du coup qu'il était très très bon là-dedans. Renato Sanchez, oui, d'accord, pardon. J'étais absolument pas sur ça. Et du coup, je pense qu'il lui faut du temps pour retrouver cette capacité à les presser constamment. Je pense qu'il a, c'est juste que du coup, l'arrêt long qu'il a eu, le temps de retrouver le rythme et tout, c'est un peu long, mais sinon, c'est un joueur sur lequel il peut clairement avoir le même rôle que Diop. Oui, oui, Renato Sanchez, le milieu de terrain est vraiment très très impressionnant de Lille. Il tourne très très bien. D'ailleurs, dans l'équipe, quand ils faisaient la comparaison entre les deux équipes, ils ont mis en avant du coup nous, notre attaque, et eux, du coup, leur milieu de terrain en disant que c'était équivalent au niveau de la défense. Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve plutôt qu'il y a un avantage clair sur l'île de ce côté-ci. Mais c'est clair, oui, que leur milieu de terrain est vraiment très impressionnant et que Renato Sanchez fait un bon retour là où il a vraiment du mal après son gros transfert au Bayern de Munich. La suite est un peu plus compliquée. Là, il revient vraiment très très bien. Oui, André, ouais. Franchement, pour un joueur franchement qui est très sous-côté, qui est en Ligue 1, qui faisait déjà du bon boulot. C'est vrai que à Rennes, c'est pas forcément un joueur qui brille et qui ressort, mais pourtant il fait un sacré taf. Ça fait partie des joueurs un peu sous-côté. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, merci d'avoir suivi, d'avoir été aussi nombreux. Ça fait toujours plaisir de faire des lives avec autant de monde. Merci aux 2-3 personnes qui ont suivi ma chaîne. Ça fait plaisir aussi de pouvoir me développer comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je ferai une petite vidéo au milieu de la semaine pour parler prono SM, pour annoncer un peu les lots que j'ai réussi un peu à glaner à droite à gauche pour offrir du coup au premier, parce que du coup ça fait quand même beaucoup beaucoup de joueurs qui participent, un truc de fou, je m'y attendais pas du tout. Du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve des lots pour les joueurs qui, pendant toute une saison, ont cravaché, ont essayé à tenir le haut du classement et à gagner pour gagner quelque chose quand même. Du coup, voilà, je ferai une petite vidéo rapide pour vous expliquer tout ça. Je vois Kovac proposer la même chose contre Paris. Alors, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit qu'on est à domicile et qu'il aurait peut-être pas forcément la même tactique, sachant que Lille il y a des chances nous donne le ballon aussi pour eux aussi opérer en contre-attaque. Donc je nous vois mal être dans le même schéma que Paris. On aurait été à Lille, je dis pas. Il aurait peut-être joué une tactique où il aurait laissé le ballon à Lille et qu'il aurait opéré en lui, du coup, sur les phases rapides derrière, comme contre le PSG. Là, à domicile, je pense pas. Il faudrait réussir à marquer en premier de toute façon, sinon c'est très compliqué, on doit plus se livrer et prendre. Ouais, de toute façon, je pense vraiment que c'est un match où il ne devrait pas y avoir tant de buts que ça. Ça reste vraiment deux blocs défensifs en ce moment qui sont très performants. Donc bon, après, on sait jamais, hein, des fois il y a des équipes qui sont très bonnes défensivement et ça finit pourtant en 2-3, hein, mais je pense que ça va être compliqué d'aller inscrire des buts à cette défense et que du coup, mieux vaut inscrire le premier but et se concentrer défensivement que devoir aller courir au score parce que du coup on a encaissé rapidement un but, ça c'est sûr. Voilà, bon, mais je vais vous laisser là, moi. Je vous remercie du coup encore une fois d'avoir été aussi nombreux. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir autant discuté avec moi. En tout cas, je vous souhaite un bon début d'après-midi, en espérant que du coup qu'on ait un très très beau match, en tout cas à 17h cet après-midi, avec un bon résultat positif pour nous.
qu'on puisse espérer avoir cette victoire qui nous permettrait d'aller chercher le titre, un truc complètement inespéré qu'on y pense au début de saison. Ce serait beau, même si encore 4 points, ça resterait beaucoup jusqu'à la fin de la saison, mais en tout cas, ce serait mieux que d'être à 7 ou à 10. Et si on peut aller gratter la Ligue des Champions, ce serait tellement beau, même si l'Europa League c'est déjà bien, mais c'est sûr que la Ligue des Champions ça fait plus rêver, et nous permettrait d'avoir aussi un bon recrutement, je pense. Donc voilà, force à nos joueurs en tout cas, en espérant qu'ils rapportent ce match, qu'ils nous ramènent les 3 points, une belle victoire qui nous fasse plaisir à tous. Bonne journée à tous et à très très vite.